Bonjour à toutes et toutes. Donc bienvenue pour ce premier podcast du Genève Servette Talks. Après les Servette Talks, qu'on aura les Genève Servette Talks. Je suis avec Ethan Fasnart et Thomas Zinguignan. Comment allez-vous, messieurs? Ça va et vous? On est en forme malgré bien. cette sombre fin de saison. Ouais, bien content d'être là, hein. Ça fait plaisir de lancer cette nouvelle version des Servette Talks qui deviennent des Genève Servette Talks en hockey. C'est cool et ça fait plaisir d'être avec toi, Loïc. Eh ben bien merci. On va du coup faire pour démarrer ces podcasts sur le Genève Servette, on va faire surtout un podcast qui va débriefer un peu toute cette saison pas très longue. On aurait voulu que ça aille plus longue, mais avec quand même pas mal d'émotions. On va, comme je vais vous le dire, on va prendre vraiment toute la saison dans l'ordre. Donc on va commencer par récapituler aussi un peu ce qu'on se disait du Genève Servette en début de saison. Après on va pouvoir traiter un peu de la saison en général sur un fil conducteur dans l'ordre. Et puis on finira par tirer un peu le bilan de cette saison avec les trophées qui ont été remis par la Lucarne Grenat. Et puis on va parler aussi un peu des projections futures de 2025-2026, ainsi que les futurs du GSHC avec la Lucarne Grenat. Ça vous va ? C'est parfait. On n'a bien pas trop le choix que de déjà se projeter sur 2025-2026, tant cette saison a été Triste. bien sympa pour Lucarne Grenat, hein, de découvrir le Genève Servette et de pouvoir commenter ces matchs, les couvrir, mais c'est clair qu'au niveau des résultats, ça a été un peu tristounet, on peut le dire. Alors, si on reprend au niveau des projections qu'on avait avant la saison du Genève Servette, très peu de monde voyait le Genève Servette finir hors top 6. Je ne sais pas vous ce que vous en pensiez, mais c'est vrai qu'au vu de l'effectif annoncé en début de saison, on voyait mal comment cette équipe pouvait rater le coche des playoffs. Hein. Ouais, alors moi, c'était les prédictions qu'on avait fait un peu entre nous, mais moi j'avais dit 4ème. Bon. Pas loin, pas loin. Ça va, 7 places d'écart. Bon. Hein. Non, évidemment que c'est pas ce qu'on imaginait. Je sais pas combien vous pensiez que Genève Servette pouvait terminer, mais voilà, de mon côté, c'est un bon gros raté, hein, propre. De mon côté, en tout cas, je voyais pas Genève Servette ne pas être en play-off. Je me disais que une saison à rater les play-offs avec l'effectif, avec le budget, etc., ça pouvait aller parce qu'il y avait la décompression du premier titre, la décompression de la Champions Hockey League, il y avait plein d'excuses à trouver. Et la deuxième saison, il n'y a plus d'excuses. Avec un effectif pareil, avec un budget pareil, normalement un niveau de jeu qui est censé être retrouvé après une année un peu moins bonne, voilà, on se remobilise, on se reconcentre. Bah non, bah non, ça a été absolument terrifiant. Et puis moi, je voyais vraiment Genève, en tout cas être en play-off à minima, mais je voyais Genève terminer dans le top 3-4. Donc un peu sombre ce qui s'est passé. Et toi, Loïc ? Ouais, clairement, moi j'avais visé top 4, hein. Je pensais qu'on pouvait faire mieux que top 4, mais top 4 pour moi c'était l'objectif plutôt correct à entrevoir. À ma décharge, je pense qu'on est très peu à avoir pronostiqué Genève Servette si bas. En faisant un peu des recherches sur les pronostics qui ont été faits d'avant-saison, le seul journaliste qui mettait Genève Servette hors top 6, c'était Klaus Zaug qui les mettait 9e. Bah, bravo, monsieur. Alors, c'est vrai que on le prend un peu. C'est vrai que cette personne, on le prend des fois un peu comme le dinosaure des journalistes, hein, mais il a encore quand même. En général, quand il dit quelque chose, souvent, ça se confirme assez souvent derrière. Hein, donc, on n'était pas les seuls à pas voir le Genève Servette. On n'était pas les seuls à voir Genève Servette dans le top 6 en tout cas. Après, au vu de la place, ça, c'est les affinités qui changent, mais on ne peut pas dire qu'on était mauvais parce qu'on l'a mis dans le top 6 et qu'ils ont fini complètement hors des clous de la saison. Ouais, moi j'ai l'impression que c'était quand même difficilement prévisible une saison pareille. Donc ouais, clairement, comme tu dis, on ne peut pas se juger à dire Genève va terminer dans le top 6. C'était normalement quand même un retour à la normale, une église remise au milieu du village, etc. etc. Vous prenez la comparaison que vous voulez. Mais improbable. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comme tu disais, on va y revenir petit à petit. On va parler de la Champions Hockey League aussi. Il
Il y a des explications, il y a plein de choses qui se sont déroulées durant la saison qui expliquent peut-être que pourquoi pas. Mais non, il n'y a pas, même malgré toutes ces explications, je sais pas ce que toi t'en penses, Ethan, mais malgré toutes ces explications, il y a quand même un gros truc qui s'est mal passé, un gros couac cette saison 24-25. Ouais, il y a eu beaucoup de soucis. On va revenir sur plein de choses. Mais voilà, certes, il y a eu des blessures. Malgré ça, avec l'effectif que tu es pas censé autant passer à côté de ta saison. On va parler aussi potentiellement de la 4ème ligne. Il y a plein de périodes dans la saison où Genève Servette n'a pas vraiment eu de 4ème ligne. Ça, voilà, aussi, il faudra parler de Marc Gauchy. Est-ce qu'il a fait tout juste ou pas? Mais il y a eu de nombreux problèmes cette saison. Et je vous propose qu'on commence gentiment à parler du début de saison, justement. Ça peut être pas mal. Et du premier problème. Clairement, alors moi pour le début de saison, comme j'ai marqué dans le petit sommaire que j'avais fait, début de saison hors des Vernets, je maintiens, comme j'ai écrit sur ma feuille, c'est insupportable. Insupportable. Quand on reprend un peu la chronologie aussi des patinoires, je pense qu'on était une des premières équipes à parler de faire une nouvelle patinoire. Ça, à l'heure d'aujourd'hui, on est la dernière équipe à pas avoir de nouvelle patinoire et encore, franchement, l'horizon 2030, je dirais rien tant que je la verrai pas. Donc voilà, c'est insupportable ce genre de choses. C'est des travaux qui, mine de rien, auraient pu être commencés, je trouve, plus tôt, aussi pendant l'intersaison. Surtout que l'intersaison est longue. L'intersaison a été plus longue en plus que prévu parce qu'on n'a aussi pas fait les playoffs. On peut aussi très bien se dire, encore, on va rater un mois, on a raté 2 mois de compétition au niveau des playoffs. Est-ce qu'on peut pas s'arranger aussi avec les entreprises qui font des travaux pour essayer de voir si on peut avancer déjà d'1 mois? Et tu gagnes ce mois et tu te retrouves pas dans la situation où tu étais en début de saison à devoir faire 1 mois complet sur la route en ratant des matchs, parce qu'en fait c'est pas qu'on a fait plus de matchs à l'extérieur du coup pendant cette période-là, on a juste joué les matchs qu'on devait jouer à l'extérieur. Donc on a joué moins de matchs sur un premier mois, mais ce qu'on va voir par la suite dans le podcast, ça nous a donné des éléments de réponse pour savoir pourquoi cette saison a été aussi si catastrophique que ça. Ça, pour moi, c'est un des premiers points où je me disais en début de saison, ça lance la saison de manière absolument catastrophique. Ça te lance mal ta saison, potentiellement tu fais moins de points que ce que tu pourrais faire. Mais d'un autre côté, après toute cette période où Genève avait fait tous ses matchs à l'extérieur, en termes de points par match, Et Genève était dans le coup. Genève était dans le coup. Et Genève était dans le coup même au niveau du podium. Il me semble dans mes souvenirs qu'à ce moment-là, Genève clairement avait le nombre de points, de points par match de Lausanne, de Zurich, de Davos, qui était vraiment très fort en début de saison, etc. etc. Mais non, c'est pas à ce moment-là, selon moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est vraiment pas à ce moment-là que Genève craque complètement dans cette saison. Et le début de saison était beaucoup plus encourageant. Moi, je me rappelle clairement que je me disais, ok, c'est cool, on a une super bonne différence de but, on est vraiment au niveau des autres, on va pouvoir remonter avec ces matchs qu'on va jouer à domicile d'affilée et tout. Et il y a les premiers matchs à domicile qui sont arrivés, et puis c'était défaite sur défaite. C'était absolument terrifiant. En fait, ça peut être un avantage comme un désavantage. Un désavantage parce que tu commences à l'extérieur, tu as moins de matchs que les autres. Du coup, peu importe tes résultats, il y a forcément un moment où c'est des matchs tu vas en perdre. Donc dans ta tête, il y a quelque chose qui s'installe où tu dois remonter toujours au classement. Même si tu as des matchs en retard, tu as une certaine pression de devoir gagner ces matchs pour remonter. Maintenant, l'avantage aussi, c'est qu'au fur et à mesure de la saison, tu n'avais quasiment que des matchs à domicile. Et comme tu dis, les points, Genève Servette les perd pas à l'extérieur, les perd tous à la maison quasiment. Et quand même, je ne sais pas si Genève Servette a terminé à cette position-là, mais en tout cas, vers la fin de saison, Genève Servette était la pire équipe à domicile. Ouais, je crois que c'est resté comme ça. Je crois que c'est resté comme ça. Non, on finit devant un joueur quand même. Ah ouais. Ah, merci messieurs. Grand Prince. Non mais c'est, enfin, je veux dire, c'est catastrophique. Ouais. Genre, il faut aussi dire, faut dire les termes simplement quoi. Ouais, c'était pas bien. Mais pour revenir à ce que tu disais, Loïc, c'est vrai que au-delà du fait qu'il y a cette problématique potentiellement d'avoir des travaux qui viennent un peu régulièrement parce que cette patinoire est absolument en ruine, il y a du coup la vraie question aussi par rapport à ça, avant de passer à un autre point, c'est elle sera pour quand cette patinoire? Vraiment? Est-ce qu'on a
des clés pour savoir quand est-ce que cette patinoire va vraiment commencer à se construire. Je crois qu'il y aura un vote se faire du Grand Conseil prochainement en 2025. Ouais, alors là, on a eu des infos là, de la part du Grand Conseil, justement, cette semaine, fin de semaine passée, comme quoi il y aura des votations Grand Conseil encore en 2025 et que leur but pour les politiques, c'est que les travaux commencent début 2026. Un premier semestre 2026. Alors peut-être. Peut-être. Vous savez juste que Genève est compliqué. Même si c'est voté par le Grand Conseil, il y a toujours la possibilité des recours, toutes ces choses-là. Donc, moi, tant que les travaux n'ont pas commencé et tant que la patinoire n'a pas fini, parce qu'ils sont encore capables d'abandonner en cours, hein, Ça serait très fort, ça. Oui, avec Donc, deux tribunes. Ça. donc voilà. Mais après, si on reprend par exemple le premier mois de compétition, là, comme on disait, le début hors des Vernets, on a 8 matchs, on est 8e. On a entre 2 et 4 matchs de retard sur les concurrents. On est à 1,5 points, c'est parfait. C'était le début de saison qu'il fallait pour qu'on se lance correctement. Sur 8 matchs à l'extérieur, tu fais 1,5 points de moyenne, c'est ce qu'il faut. Donc, en termes de points par match, on est vraiment bien. Surtout en ayant tout joué à l'extérieur. Ouais. Le début de retour au Vernet, mine de rien, on les gagne les deux premiers matchs ou les 3 premiers matchs au Vernet, on les gagne. Mais c'est après que ça a chuté. Mais voilà, donc ça c'est pour la période surtout ces matchs hors des Vernets qui ont été plutôt bons. On a commencé à avoir quelques blessés en fin de road trip, on va dire. C'est là que tu perds Lucas Ischier, non, déjà assez rapidement. Tu perds Lucas Ischier sur la fin de non, tu perds Lucas Ischier en début novembre, normalement. Ouais. Donc tu le perds un petit peu plus tard, mais t'avais 2-3 joueurs qui avaient des petits bobos, des machins qui rataient. Granlund qui jouait un match sur 2. Ouais. Voilà, Granlund qui était pas là. Et Lennström aussi, t'avais qui était Lennström blessé, qui était aussi une fois là, une fois oui, une fois non. Donc c'est vrai que ça nous a permis d'avoir Ranta assez rapidement. Puis en fait, finalement, Ranta, même quand il jouait pas, il était sur le banc. Parce qu'on avait Lennström et Granlund dehors. Donc en fait, tu jouais avec un de moins, en fait. Un étranger de moins. Donc c'est toutes des petites choses comme ça qui font qu'au bout d'un moment, ça peut tenir sur quelques matchs, mais si tu continues sur ce rythme-là, ça va pas le faire. Et Après, c'est des petites choses aussi qui arrivent à tous les clubs. Et Oui. c'est pas normal que ça ait tant d'influence sur un club comme Genève, qu'il y ait c'est 2-3 joueurs qui aient des petits bobos par-ci par-là, que machin en mauvaise forme, blablabla. Selon moi, si tu as une équipe qui est censée jouer les premiers rôles comme Genève est censée le faire, je comprends pas comment en fait des si petits éléments ont pu tout dérégler. Moi, si je peux dire pourquoi ça prend une telle ampleur, surtout, c'est que j'ai pas souvenir vraiment, hors les 5-6 derniers matchs de la saison, que le coaching staff a pu mettre la même équipe 2 fois de suite sur la glace. Avant qu'on parle du coaching staff, j'aimerais quand même qu'on parle justement de ces étrangers et un peu du travail quand même de Marc Gauchy, parce qu'il y a quand même des trucs qui posent question par rapport aux étrangers. Déjà la gestion des gardiens, où tu savais à moitié si Desclous allait être en forme. Finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui a été vraiment prévu. En fait, Ranta est arrivé un peu là, énorme coup de chance, il est disponible. Voilà. Mais finalement, tu pars entre guillemets un peu avec tu pars avec un gardien 1,5 quoi. Enfin, tu pars avec Maillère et 0,5% de Desclous, puisque tu n'as aucune idée de comment physiquement il va tenir. Finalement, il n'a pas tenu. Tu te retrouves à devoir prendre Ranta qui fait un peu les pompiers de service. Au niveau des étrangers, Spacek, c'était un pari. Bon, si ça avait marché, on se serait dit, ouais, quel génie, mais bon, ça a complètement flop. Granlund, quand même, quand il arrive, ça jouait un match sur 2. Alors après, oui, il fait une super saison, mais le début, c'était quand même laborieux. Après, il y a eu des étrangers, il y a eu Palvé, il y a eu Timashov, il y a eu un peu du bricolage quand même cette année, au niveau des étrangers. Donc je pense que la gestion des étrangers était un des problèmes, je pense, de cette saison aussi. Alors, ça, c'est un secteur qui est quand même complexe, parce qu'une fois que la saison a commencé, tu es tributaire de ton marché. C'est-à-dire que si tu as un marché qui est sec, et cette année, j'ai écumé pas mal de podcasts, de journalistes et tout ça que j'entendais, le marché, cette année, toute la saison, il a été sec. Mais moi, en fait, ce que je reproche, c'est surtout qu'il y a eu un manque de prévoyance. Au-delà de devoir attendre sur le marché actuel. D'accord. Après,
ce qu'il faut, en fait, moi, j'essaye de pas faire, on va dire, oui, faut tirer des conclusions après sur ce qui s'est passé, mais je vais pas juger un mouvement après coup. Parce que le mouvement de Spacek, qui a dit que c'était pas un bon choix d'être allé le chercher? Il y a quand même beaucoup de rumeurs. Enfin, je veux dire, Non, oui, Ambry, d'accord. Non, mais on savait. On savait que c'était un joueur qui était spécial à prendre en charge, mais qui, quand Gauchi signe ce joueur, a dit c'est pas une bonne idée. On a dit il va falloir réussir à le gérer. Ah, mais selon moi, c'est déjà un peu un problème. Une Balotelli. Ouais, mais c'est un peu ça. C'est un peu une Balotelli. Ce genre de transfert. Tu prends un risque, disons. Tu prends un risque, surtout qu'après la saison passée, qui était déjà pas incroyable. Je pense que tu aurais pu t'en passer et trouver un étranger qui aurait plus collé au vestiaire du Genève Servette, simplement. Parce que je pense que sportivement, personne n'a dit que c'était une mauvaise idée. Sportivement, il n'y a pas de discussion, mais on ne peut pas occulter la partie extra-sportive qui est hyper importante pour un joueur comme ça, quand on sait tous les problèmes qu'il peut amener dans un vestiaire. Et c'est là, à ce niveau-là, où moi je pense qu'il y avait mieux à trouver et mieux à faire que faire un pari. Et c'est quand même problématique quand tu arrives à te retrouver dans la situation où tu dois faire un pari parce que tu as mal anticipé les choses avant. Ouais, moi je suis. On est peut-être un petit peu dur avec Gauchi, mais. Non, en fait, je pense que simplement il aurait pu mieux faire parce que finalement c'était du bricolage à la fin avec Palvé avec Timashov. Moi la différence c'est que je note dans une catégorie de différence, pour moi c'est pas une erreur de Gauchi. C'est un mouvement qui a échoué, mais c'est pas une erreur. Je pense pas que ce soit une erreur non plus. Après, on parlait aussi de Desclous. Desclous, faut savoir qu'il s'est pété en Champions League. Ouais, mais c'est quand même au moment du début du championnat. Ça, c'est quand même un gardien qui est sujet aux blessures depuis de nombreuses années. Donc, oui, tu dois le savoir. Mais moi, je maintiens, et on me changera jamais d'avis. On pourra me citer tous les gardiens étrangers que vous voulez. Déjà, les gardiens suisses, l'année passée, il n'y en avait pas sur le marché. Il n'y en avait pas, ils étaient sous contrat. On peut me dire tout ce qu'on veut. Je suis un fervent défenseur de un gardien étranger, c'est non. Pour moi, un gardien étranger, c'est une situation de secours en cours de saison, comme par exemple l'a fait Gauchi avec Ranta. Mais pour moi, je suis contre le fait que Genève Servette parte avec un gardien étranger dans les buts. Au-delà de ce giga débat, ça n'explique quand même pas pourquoi Genève a autant galéré, et notamment à partir de novembre où ça a commencé à être la galère absolue. Ouais, ça a pécloté fort. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce mois de novembre pour que tout d'un coup, alors il y avait la Champions League, ça se passait pas giga bien non plus. Après, tu passes les tours, quoi. Enfin, ouais, c'est ça, mais tu laisses de l'énergie peut-être. Champions League, je pense que t'es arrivé un peu dans un... Entre guillemets, le tirage au sort a eu raison aussi un peu de Genève Servette, dans le sens où ton premier tour, tu le passes parce que bon, c'est compliqué quand même de pas sortir des poules de Champions League. Et difficilement quand même. Ouais, mais tu passes quand même. Mais tu passes. Et sans franchement briller, tu vois. 8e de finale, tu joues Lausanne. T'as pas le droit de perdre contre Lausanne. Ouais. Donc voilà. Puis après, quand t'arrives en quart de finale, tu joues Bremerhaven, qui est pas franchement une équipe exceptionnelle. Donc tu passes sans trop trembler. Et puis tu te retrouves déjà en demi-finale. Donc à partir de là... en fait, le tirage au sort a aussi eu raison. Si tu joues en 8e de finale, un Feuerstedt ou n'importe quel gros club que tu pourrais jouer, c'est différent. Mais en même temps, Zurich l'a gagné cette foutue Champions League et puis ils ont fini 2e de saison régulière. Donc c'est pas non plus une explication, j'ai l'impression. Non, en fait, je pense que quand tu mets tout ça bout à bout, ça peut expliquer, tu vois. Ouais. Après, en soi, novembre, tout le monde dit quand même que mois de novembre, maintenant, quand j'entends un peu les supporters qui disent « Ouais, mais le mois de novembre, c'était déjà catastrophique ». C'était pas une catastrophe. On était juste en dessous du point et demi par match, mais c'était pas une catastrophe. Parce que si, en gros, tu fais toute ta saison avec 1,5 points par match, ouais, t'es bon. Mais... t'arrives gentiment à 75-80 points. Donc, ce qui te qualifie. Ouais. Au mois de novembre, on a commencé avec toutes ces petites blessures de Luca Ischier, on avait Tanner Richard aussi à un moment, on avait toujours un peu Granlund qui se remettait gentiment de sa quand même grave blessure de la saison passée, parce qu'il faut se rappeler quand même que
on prend Granlund, mais on sait quand même qu'il va rater une partie du début de championnat de par la grosse blessure qu'il a eue. Pour rebondir sur le point que tu disais, là, prévoir les blessures, je pense qu'on aurait pu le faire aussi au niveau des joueurs suisses avec la 4ème ligne où finalement tu perds Lucas Ischier, tu perds plein de joueurs comme ça. Tu te trouves avec une 4ème ligne. C'était quoi? C'était Cavalieri, Folmin, Leslie. D'accord. Bon, disons que quand tu avais un lieu de Bertrand en fin de contrat, je pense que lui donner 1 an de plus, ça allait pas te faire détruire le budget. Genre, on n'allait pas. Je suis d'accord, pense que... mais on faut savoir que novembre-décembre, on avait 9 titulaires sur les plots. Ouais, mais tu vois. Alors, quand on en récupérait un, on a perdu un, mais t'en as 9. 9, au bout d'un moment, t'es obligé de faire un puzzle avec ton alignement et de faire du bricolage et tout ça. Parce que 9 joueurs, c'est énorme. Et au-delà de ça, 9 joueurs, on avait encore un Cavalieri ou un Imesh en 4ème ligne. En général, quand on a 9 dehors, en 4ème ligne, c'est à la première ligne des U17 que tu vas chercher à ce niveau-là. Tout ça a mené au mois de décembre où il y a eu le licenciement quand même de Yann Cadieux. On est quand même obligé d'en parler parce que c'était un moment clé de cette saison. Un licenciement qui est arrivé le 28 décembre. Donc joyeux Noël, bonne année, tout ça. Vraiment. Est-ce que ça vous a surpris? Moi, la seule chose que j'ai à dire là-dessus, c'est qu'il fallait changer quelque chose. Le problème, c'est que si tu veux changer quelque chose, tu prends pas l'assistant qui a exactement la même mentalité et le même style de jeu que ton coach principal. Si tu veux vraiment changer quelque chose, il faut aller chercher un autre coach. Et voilà. À mon avis. Au moment où Yann Cadieux se fait licencier, tout le monde se dit que c'est une bonne idée. Tout le monde avait envie de voir ce changement comme t'en parles. Mais pas forcément pour mettre l'assistant qui a le même style de jeu. C'est exactement ça. Et le problème, c'est que on a vraiment l'impression que le licenciement d'Yann Cadieux s'est fait un petit peu sur un coup de tête. Parce qu'il n'y avait pas d'idée derrière. T'as l'impression vraiment qu'il n'y a pas d'idée derrière. On va mettre son assistant. Et puis l'assistant, bon, on ne sait pas trop ce qu'il vaut, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Et puis on le prolonge encore d'une année, parce que pourquoi pas. Et puis on ne sait pas trop ce qui se passe. Ensuite, tu as des rumeurs d'un nouveau coach qui arrive une année après. Mais tu prolonges quand même ton coach qui était assistant avant du mec que tu as voulu virer, qui a exactement le même type de jeu que du mec. Et puis tu vas prendre un coach principal pour le mettre en assistant. Ouais, il se passe quoi? La gestion de l'entraîneur, c'est vraiment quelque chose. Et selon moi, c'est peut-être la vraie raison de l'échec total. Parce que, ok, il y a des couacs en novembre. Ok, décembre, c'est compliqué, machin. C'était difficile un petit peu tout le long. Mais la fin de saison est catastrophique. Il y a quelques matchs à la fin où ça va, on se remobilise. Mais janvier, février, c'était... Ouais, mais si tu gardes, je pense, Cadieux à la barre, il y a peut-être une chance où peut-être ton play-in, tu l'as, quoi. Peut-être. Mais pour moi, moi, ça me choque pas ce qui s'est passé avec les coachs. Alors, on me dit toujours, ouais, mais bon, toi, tu dis toujours que tout est bien, tout est beau, machin. Non, ça me choque pas parce que quand j'écoute Marc Gauci, je comprends là où il va parce que lui, je pense que par contre, il a cédé à la pression populaire. Je pense que le fait que tout le monde commençait à... Parce que au mois de décembre, tout le monde voulait la tête de Cadieux. Parce que c'est bien beau, maintenant tout le monde dit « Ah mais Cadieux, fallait pas le virer, machin. » Non, tout le monde au mois de décembre disait « Il faut virer le coach. Il faut virer le coach. La différence, c'est que Gauci, il était toujours persuadé que le problème ne venait pas du coach. Ça veut dire qu'il était persuadé que le système qui était mis en place était le bon. Ouais, mais alors à ce moment-là, pourquoi tu cèdes à la pression populaire? Dans tous les cas, il y a un truc qui joue pas en fait. Tu vois. Oui. Ah, si ton directeur sportif il écoute plus les médias que les fans, voilà, dans le sport ça fonctionne pas comme ça. Ça colle pas avec la phrase de il sait où il va. Ouais. Parce qu'il sait pas où il va s'il écoute le pop là. Le pop. Je peux l'entendre, mais faut s'y se remettre dans le compte que Gauci c'est un jeune directeur sportif. Il a pas 40 ans d'expérience dans le monde du directeur sportif. Et il a repris l'équipe. Jeunesse Servette, c'est son premier club en tant que directeur sportif. Bien sûr. Et il l'a repris à la levée de Max Orley. Et pour moi, depuis qu'il a repris Max Orley, avant cette saison-là, il a fait un sans faute. Le problème, c'est que là, cette année, il y a eu, selon moi, beaucoup de fautes et trop de fautes, en fait. Non, mais pour moi, c'est pas des... C'est pas des erreurs, on le répète. Non, mais comment dire, c'est pas lui qui a fait une faute en disant ça, c'est faux ce que t'as fait. Non, mais mis tout ça bout à bout, on a le droit de se questionner. Des imprécisions plus que des fautes. Ouais, c'est exactement ça. Pour moi, j'aurais pas viré Cadieux parce que
pour moi, le problème, il n'était pas dans le coaching. Et lui, je pense qu'il a voulu éteindre un peu l'incendie qui commençait à prendre en virant le coach, mais du coup en restant sur ses idées. Parce que pour lui, la façon dont le coaching staff voyait la chose, c'était pas ça le problème. Ouais, du coup, tu te dis, laisse les assistants, parce que, ouais. Et du coup, est-ce que ça vaut le coup aussi de tout changer et de prendre un coach? Parce que au mois de décembre, tu crois que tu chopes le coach que tu as envie? Ouais, alors ça c'est clair. Le mois de décembre, tu prendras un Pelletier, tu prendras un Christian Dubé, tu prendras un pompier. La rumeur Christian Dubé, elle était terrifiante. La rumeur, ça m'a terrifié. Moi, je n'endormais plus. Ça m'a terrifié. Un Fabio Celestini au Servette FC pour moi, c'est du même acabit. Ça me terrifie. Mais t'imagines maintenant Ludovic Magnin qui prend la suite. Mais ça me terrifie moins que Christian Dubé. J'allais dire à Fribourg, tu vois. On en est là. Mais ça me terrifie. En fait, pour moi, on est d'accord que c'est compliqué de trouver un coach et tout, mais tu vois, il y a plein de trucs que je trouve bizarres. Parce qu'il y a quand même un Stéphane Edlund finalement qui arrive et que tu aurais pu totalement mettre en coach principal. Ça aurait, selon moi, eu un peu plus de sens, tu vois. Je sais pas. En tout cas, voilà, comme on a dit, tout ce changement autour du coaching staff, c'était quand même assez étrange. Et finalement, ça n'a pas changé grand-chose, puisque le mois de janvier, on peut aussi parler du timing de ce changement, parce que le mois de janvier était absolument énorme pour Genève, avec combien c'était 17 matchs en 31 jours. Ouais, c'était n'importe quoi. Avec la Ligue des Champions. Donc, et tout. Ça veut dire qu'à ce moment-là, si tu prends pas Trey Fransen, tu prends quelqu'un qui ne connaît pas le club, qui ne connaît pas les joueurs, tu le balances. Parce que si tu licencies Cadieux le 28, ça veut dire qu'il voit les joueurs quand? Le premier jour, il voit... C'est pour ça que je dis, on peut questionner le timing. Ouais, mais... À ce moment-là, tu le vires à mi-décembre ou pendant la pause internationale, je sais pas. Ça veut dire que si tu prends un nouveau coach, là, à la place de Cadieux, ça veut dire que tu l'aurais mis en place... Allez, on est gentil, on va dire qu'on laisse pas les fêtes de Noël aux joueurs parce qu'ils n'ont pas fait un assez bon championnat. On se rencontre sur la glace le 29 et il a 3 jours avec les fêtes au milieu pour ensuite lancer une période de 17 matchs en 31 jours. J'ai regardé en termes de calendrier, le baseball américain, ça se fait pas. Mais le baseball américain, c'est spécifique. Mais surtout parce qu'il y a du baseball autre part. Ils ont je sais plus, plus de 150 matchs dans une saison. Mais même dans les sports comme la NHL ou la NBA, où des fois on a l'impression qu'ils jouent tous les 2 jours, les mecs, ils font pas 17 matchs en 31 jours. C'est inhumain ce qui s'est passé là. Mais en fait, dans tous les cas, parce que moi, selon moi, si tu vires Cadieux, fallait pas le virer à ce moment-là. En fait, c'est pour ça aussi qu'il faut questionner le timing. Je sais pas, il y a plein de choses qui étaient bizarres. Et finalement, ce mois de janvier qui n'a rien arrangé avec des stats de Yorick Trey qui étaient moins bonnes que celles de Yann Cadieux. Donc finalement, tu changes pour quelque chose pour moins bien en fait. En tout cas, dans les résultats. Ouais, dans les résultats. Après, il y a eu ce retour, on va dire, la renaissance du Phénix un petit peu en fin de saison avec le retour de beaucoup de joueurs aussi. Ouais. Il y a eu une belle série de victoires. Tu perds, sur les, je sais plus, sur les 9-10 derniers matchs, tu en perds 2. Un à Bienne, un à Berne. Ça me terrifie. Vraiment, de nouveau, ça me terrifie. Et voilà, tu prends 2 bonnes gifles, mais le reste des matchs, t'es solide, tu gagnes des matchs importants, tu reviens. Mais trop tard, quoi. Après ça, c'était une vraie bonne période. Hein. Ouais. C'est une vraie période sympa à suivre. T'avais ce truc où tu y croyais. T'avais ce match. En fait, c'était vraiment cet entre-deux entre. On va jouer les play-outs avec un joueur. On va être en vacances, ça va être chiant. On va jouer les play-in. On va jouer les play-offs peut-être. On va peut-être aller chercher le titre. Quoi. Et c'est ça, il y avait même des gens qui étaient là, en vrai. En vrai, il y a un monde. Il y a vraiment un monde, on peut aller loin. T'sais. Et là, pour le coup, c'est vraiment là, selon moi, la vraie bonne période qu'on a vécue, en tout cas de cette saison. S'il y a quelque chose de positif à retenir, c'est vraiment ces 10 derniers matchs. Parce que même si t'en perds 2, t'es solide, quoi. Je veux dire, sur un champion. De toute façon, enchaîner 10 victoires de suite pour clôturer une saison. Surtout à la post-finance, c'était solide. Ouais. C'était solide, ça. Les bons souvenirs. C'est sûr, mais il faut aussi se rendre compte que, bizarrement, cette période où d'un coup on a vu qu'on commence à regarder des matchs, elle intervient quand? Elle intervient après la pause d'équipe nationale, où Trey a eu le temps de passer des heures d'entraînement avec l'équipe sur la glace, où il a pu mettre, on va dire, parce que oui, ça reste à peu près le même système, mais Trey, c'est pas Cadieux. Donc il aura 2-3 petites variantes.
Et on l'a vu, Trey, il avait un jeu quand même un petit peu plus physique que ce que mettait Cadieux. C'est-à-dire qu'on mettait un petit peu plus de coups avec Trey qu'avec Cadieux. Mais ce que je veux dire, c'est que on a retrouvé un calendrier correct, avec 2 à 3 matchs maximum par semaine, plus 4 ou 5, ce qui était inhumain. Et bizarrement, t'as un coach qui a pu mettre un petit peu son système en place, qui avait une équipe à peu près complète, avec un calendrier qui n'est pas surchargé. Là, on a vu, je pense, le Genève qu'on aurait dû voir cette saison. Et c'est là que moi je me demande, mais si ça peut fonctionner avec Trey comme on l'a vu, c'est quoi ce move de le prolonger d'une année et de se dire, allez, l'année d'après, il dégage. Qu'importe ce qu'il fait, il dégage. Donc pourquoi on se dit, ok, c'est bien, le jeu s'améliore, on voit des trucs, il a pu travailler avec son équipe, c'est peut-être pas un si mauvais coach finalement. Sam Hallam, c'est un coach qui était dans le viseur de Gauchi depuis un petit peu plus longtemps que ce qu'on pense. Ouais, ça c'est possible. Je pense que Gauchi, je pense pas que Gauchi pensait qu'il allait virer Cadieux. Mais je pense pas que Gauchi pensait aller pendant 10-15 ans avec Cadieux. Mais ça veut dire que Sam Hallam lui a dit, moi je suis pas là la saison prochaine, mais je suis là la saison d'après. Je pense en fait, là, il s'est retrouvé sélectionneur de la Suède. Il y avait le tournoi des 4 nations. Voilà, c'est une opportunité de fou pour lui, je pense, d'entraîner son pays et tout. Et là, tu te trouves quand même avec un championnat du monde. Et après, tu te retrouves quand même avec des Jeux Olympiques. Enfin, je veux dire, entraîner pour des Jeux Olympiques, c'est quand même un truc de fou. Il y a le retour des joueurs de NHL en plus. C'est vrai. La Suède va pouvoir jouer pour une médaille. Et puis les Suédois n'aiment pas que leur coach national coach un club. On sait que c'est possible, mais les Suédois le font très rarement. Ouais. Mais donc, du coup, en fait, je comprends complètement Sam Hallam de dire... tu me fais du pied. Hein. Ouais, j'aime. Je comprends totalement Sam Hallam de dire, en gros, ok, mais pas tout de suite, quoi. Et c'est normal, t'as tellement de tournois importants à jouer avec ton pays. Ok, je comprends mieux. Il a encore un tournoi des 4 nations, des Jeux Olympiques et 2 championnats du monde à jouer. Et c'est pour ça que je pense que Gauchi s'est dit, je vais vraiment aller chercher un entraîneur pour faire une saison. Sachant que de toute façon, même s'il fait un 52-0, il est plus là. Non, ça se défend. Ça marche pas, ça marche pas vraiment. Alors à ce moment-là, tu reviens au truc de base de il fallait pas virer Cadieux. Ouais, dans tous les cas, il y a un problème en fait. D'accord, mais prends l'exemple de ce qui s'est passé à Fribourg. Fribourg, là, ils auront un nouveau coach maintenant. Ouais, bien sûr, mais du coup, c'est ce que je dis. Ils ont fait quoi? Ça n'a pas de sens. Ils ont viré Dubé par la vindicte des joueurs. Ça, maintenant, on a eu des infos qui sont sorties. Les joueurs ont dit « Ah non, mais Dubé, on veut pas. Dubé, Donc, le directeur sportif a dit « Ah non, mais les joueurs, ils veulent pas Dubé. Ah bah attends, je vais enlever Dubé, alors. On va mettre qui, du coup? Parce qu'on a déjà signé Roger Runborg mais pour la saison d'après. Bon, on va mettre Patémon. Vas-y, Patémon. Toi, t'es un gentil, les coachs, les joueurs, ils vont t'aimer. Il s'est passé quoi? Je te rassure, ils font un plus mauvais début de saison qu'à Genève. Ça montre bien que c'est un problème, du coup. Du coup, c'est bien ça montre bien que le fait de mettre fallait pas faire ça. Parce qu'on fait exactement la même à Genève. Mais parce que je pense clairement que au moment où Cadieux est licencié, il n'y a pas Sam Hallam qui est signé. Ah, alors ça, c'est possible. Parce que Gauchi, moi, je préfère lui faire confiance à ce qu'il dit. Il peut très bien nous mentir, hein. Mais je préfère me dire, moi, je lui fais confiance. Tous les mêmes. Il a toujours dit, je ne vais pas commencer à prévoir un coach tant que j'ai Cadieux. Il peut se dire, Sam Hallam est un coach que j'aime bien. Mais je ne vais pas commencer à aller prospecter les coachs avant d'avoir licencié le mien. C'est ce qu'il a dit. On peut être pour, on peut être contre cette façon de faire. Moi, j'entends les deux sons de cloche, mais je veux faire confiance à Gauchi en disant « Ok, tu restes droit dans tes bottes. Je pense que quand il vire Cadieux, il n'avait pas Sam Hallam signé. Et que je pense qu'il dit je m'assure Yorick Trey. Je vais avec Yorick Trey parce que j'ai confiance en lui. Et on y va. Et puis, on a dit Trey, on l'a prolongé d'une année parce qu'on sait qu'on a Sam Hallam l'année prochaine. Et qu'on va pas se dire, on va enlever Trey et puis on va venir mettre Edlund pour l'année prochaine.
pour venir faire une année. J'y crois pas. Franchement, j'y Ouais, crois pas. j'y crois pas non Sinon, plus. Cadieux aurait été prolongé. Cadieux était en fin de contrat. Je veux dire, c'est sûr qu'il y avait un plan à l'avenir. Sinon, ça veut dire que tu fais pas bien ton travail si t'anticipes pas l'avenir. Ouais. C'est soit t'offres en début de saison une prolongation à Cadieux, soit tu changes directement là et finalement il y a rien qui a été fait Mais et tu- tu te retrouves avec une saison bricolage. L'année Mais tu- prochaine, on va y venir, hein, mais la projection pour moi elle est pas incroyable parce que t'as un coach où tu sais que dans un an il est plus là, quoi. Donc en tant que joueur, Ouais, c'est dur de se battre pour lui. Hein. ouais, en tant que joueur, tu te dis bon, à part si t'as un contrat à aller chercher, Mais tu je vois pas pourquoi tu mouillerais le maillot à fond pour un coach où tu sais que tu peux t'as prévoir, rien à gagner, quoi. Tu peux prévoir un changement de coach dans une intersaison. Mais au milieu d'une saison, tu peux pas le prévoir. Tu peux pas te dire, attends, il faut quand même que je commence à parler avec des coachs au cas où cette année ça fonctionne mal. Non, ça je suis d'accord. Mais du coup, on en revient toujours au même truc, le timing était pas bon. Après, il y a quand même le truc où ce qui est bien et ce qui est rassurant, c'est que les sportifs ne jouent pas que pour un coach. Oui, non, alors évidemment. Et Donc, je grossis le trait volontairement. ouais, hein, Il y a ce truc où ouais, tu te dis, voilà, peut-être je vais pas me battre à fond pour mon coach, mais tu as tellement de trucs. Je me Ouais, bats ouais. à fond pour moi-même, je me bats à fond pour le public, je me bats à fond pour la ville, etc. Puis pour les coéquipiers. Pour les coéquipiers, Ouais, évidemment, pour ma famille, même n'importe quoi. tu sais. Ouais. Donc, ils Et- ont suffisamment d'ego aussi pour aussi être professionnels au moment où il faut. Mais c'est pas impossible que c'est ce peut-être minuscule pourcentage qui puisse faire la différence à ce niveau-là. Ouais. Et ce qui me dérange un peu moins dans le fait que ce soit Trey qui fasse cette année de transition, c'est que mine de rien, Trey, c'est un ancien joueur de Jeune Servette. Ça reste un ancien de la maison. C'est pas comme si tu vas chercher un mec qui est complètement hors du club et hors l'histoire. Parce que, mine de rien, d'accord, Trey, il a pas marqué le Jeunesse Servette comme le meilleur joueur du monde, machin et tout ça. Mais il a participé quand même en tout cas, 2 belles années où, bon, ok, on se fait éliminer en playoff contre Berne, mais où c'était le Jeunesse Servette du combat, où c'était, en fait, il y avait rien qui était en dessus du Jeunesse Servette. Et moi, quand je vois ce mec-là, je suis entièrement confiant sur le fait qu'ils mettent rien en dessus de Jeunesse Servette. Et puis il va pas faire de vagues. Ouais, non, ça, je pense pas. On récupère quand même aussi Tim Boson. Tim Boson, c'est un Français d'équipe nationale. Trey est le sélectionneur de l'équipe de France. Alors ça, on en parlera en fin de podcast, dans la projection. Et d'ailleurs, je vous propose qu'on passe quand même au top et au flop Je suis très chaud, ça c'est un grand moment ça. de cette saison 2024-2025. Messieurs, j'aimerais que vous me citiez un top par personne pour commencer. On va commencer avec le bon. Eh bien, pour moi, ce sera le même que tout le monde. Ça commence par Gauthier et ça finit par Non. Sakari Maninen. Sakari Maninen, je pense qu'il n'y a pas de discussion. Meilleur pense que pointeur de. T'as pas besoin de débattre. Ouais, pas besoin de débattre. Meilleur pointeur de Genève. Il joue en box play, il est fort partout. Voilà, il est fort partout, il peut jouer partout. Mais quel bonheur de l'avoir. Ouais. Lui, quel bonheur de l'avoir, Ouais. vraiment. Moi, j'ai pas le même. Moi, j'ai fait mes courses. Hier, il était devant moi à la caisse. Yair. Ouais, hier, il était devant moi à la caisse. Voilà. Mais non, Ouais, ouais. tu lui as demandé un autographe sur ton caleçon. Non, je lui ai demandé de m'embrasser. Il a refusé. Il est parti en courant. Je comprends. Ouais. Je comprends. C'est peut-être très méchant, ma façon de penser pour Maninen. Maninen, je m'attendais à cette saison. Parce que. Ça, c'est bien une phrase de salopard. Non, mais c'est pas arrogant. ça. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est que la saison passée, il fait, je crois, 42 points. Et on sait que, en plus, les joueurs nordiques sont, en règle généralement, meilleurs sur leur saison 2 que sur leur saison 1. Il fait 42 points la saison passée, normalement, il fait 50 cette saison. Il fait une très belle saison. Il fait partie des clairs tops du GC. Pour moi, là où je mets le top, c'est parce que j'en attendais, je pense, rien de ce joueur-là en début de saison. Et il fait une saison quand même assez remarquable. C'est Eric Schneller. Ouais, Ah, ouais, il, ouais, est, ouais. il est prévu. C'est validé ça. Il est prévu pour être un joueur qui joue une fois de temps en temps, quand il manque Velmin qui dort chez lui et puis que Jacques May il a raté le bus, on prend Schneller. Non, lui là, il a profité des blessures, il a pris du temps de glace et il a pas fait que faire de la figuration. Il avait un vrai niveau et ce gamin, il a 19 ans. Ouais, c'est fort. Et Ouais, c'est fort. c'est le grand gagnant, hein, je pense. Hein. Même Mike Fulmin qui n'est pas prolongé, Jacques May qui part à la retraite. Ouais. Ça peut être le grand gagnant. Bah, il y aura Et quoi? Il y je suis aura très 2 content. défenseurs étrangers qui vont venir l'année prochaine. Bon, on en connaît déjà un, Oui, mais on va absolument. revenir après dans les projections, je pense. Juste, ouais, Ouais. clairement. Mais c'est peut-être aussi Schneller qui a ouais, qui a forcé forcé le la destin. main à Gauchi de
dire Fulmin et Jacquemet, Il y a plus besoin. c'est fini. Ouais. Je suis là. Parce qu'on a aussi Here I am. parce que mine de rien, on a aussi Chanton Ouais. qui fait une saison assez solide. Schbinda. On n'en parle pas forcément parce que c'est quand même un défenseur plutôt défensif. J'adore Giancarlo Chanton. Mais Ouais, moi aussi. il fait son taf. Il a, je crois, lui aussi une vingtaine d'années. Mais 20-21 ans maximum. Franchement, avec ces deux gars-là, t'as ton avenir en défense. Ah, T'as c'est- ta paire, puis même le Coultre est pas vieux. Ouais, abusé. Non, mais on en reparlera. On aussi en après. reparlera, Parce que, On a des choses à dire aussi sur Ouais. Simon Le Coultre. Je suis pas certain que. Toi, t'as donné ton top, Ethan? Non, j'ai pas donné mon top. Mais que ça, personne n'a demandé en fait. Du coup, Ouais. on peut passer au flop. Exactement. Alors, du coup, non, mon top, c'est une question. Il y en a plein en vrai que je pourrais dire. Enfin, Timo Artikainen, il est revenu très fort alors que la saison passée, il était Ouais. pas bon. Après, moi, il y a toujours un joueur que je trouve franchement incroyable, c'est aussi Josh Doris. Ouais. Le mec, tu peux le mettre en première ligne comme en quatrième. Il n'y aura jamais un mot plus haut que l'autre. Il joue en box-play. Il n'y a pas un match où tu dis Josh Doris, il a été mauvais ce soir. Mhm. En plus, il est capable de marquer des buts. Il nous a fait lancer nos peluches quand même, s'il vous plaît. C'est messieurs. très vrai. C'était quand même incroyable. C'est très vrai. Donc ouais, moi j'ai beaucoup aimé Josh Doris cette année. Je peux en rajouter un. Ouais, bien sûr. Vince. Ouais, le props. Le Praps. Vincent Praplan, il fait une bonne saison, mine de rien. Hein. Ouais. Meilleur J'ai- que la saison dernière, il me Oui. semble. Alors vous notez Vincent Praplan. Vous dites Vincent Praplan. Ouais, Praplan. Peut-être pas dans les gigatop, mais Mais dans après, les... il fait une bonne saison. il fait C'est une le bonne meilleur, saison. ton meilleur joueur suisse en attaque. en tout Ben, je suis désolé, moi avant Praplan, je mets Pouliot. Hein. cas. Aussi, ouais. Aussi. Ouais, absolument. Parce que d'accord, Pouliot a moins de points. Ah, mais Pouliot, moi je le Ah non, prolonge mais- les yeux fermés. Non, hein. mais- Je suis trop triste qu'il n'y ait pas encore l'annonce là, de la première. Mais, Ouais, les yeux fermés, Pouliot. Est-ce qu'il y a encore un top, messieurs, ou on va partir sur les flops plutôt? On peut partir sur les flops. je Bon, on pense. peut quand même dire un petit top d'honneur pour Jacques Mec. Ouais. Ouais. Je suis pas trop à dire en général. Oui, il faut. Oui, Jacques May, il a fait beaucoup. C'était un joueur moyen toute sa carrière au Jeunesse Servette. Pour lui, il y a le fait qu'il a fait longtemps au Jeunesse Servette. T'es nul, Arnaud. Ouais, je te Mais- trouve méga dur, putain. Non, mais ça a jamais été un top joueur du Jeunesse Servette. Pardonne-moi, Ça- Arnaud. Ça a toujours été un joueur moyen de l'effectif. Ouais, mais Mais- c'est toujours un mec qui a mouillé le maillot. Il a toujours mais il a tout toujours donné, été- oui, toujours mais- été humble. Bien sûr, mais il a toujours été là. C'est ce qu'il a pour lui et il a toujours été là et pendant longtemps. C'est pour ça que je vais lui donner mon top. Un joueur comme Jacques May, en général, s'il fait pas comme il a fait là 12-13 ans au club et qu'il a pas toujours mis l'écusson du Jeunesse Servette au-dessus de ses stats personnels, pour moi, il a même pas de récompense à la fin de sa carrière ici. Pour moi, il a une récompense parce qu'il a toujours mis le club devant lui, en fait. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que je suis d'accord de le mentionner. Parce qu'en soi, cette année, Jacques May, il est loin d'être un top. Ouais, oui. Oui, oui. Ouais, C'est ouais, loin d'être un top. clairement. C'est un top parce qu'il termine sa carrière et qu'il a toujours dépanné le Jeunesse Servette quand on était dans le dur. Et il a fait tous les postes possibles et imaginables sur cette glace. C'est-à-dire quand on a besoin de lui au centre, il était au centre. Quand il y avait besoin de sur l'aile, il était au l'aile en défense. Et comme il avait dit dans une interview, je sais plus avec qui, si on lui aurait demandé de mettre l'équipement de gardien, il l'aurait mis. Le roi simplement, Arnaud. Mais, Et on espère qu'il nous écoute et on le salue. Hein. Jack May aussi, quand même, il faut le dire. Jack May. Jack May, ouais, vraiment, Tu connais Jack May. Jack May, il faut quand même le dire, qu'il a toujours, qui n'a jamais rechigné à aller à l'interview quand ça se passait mal. Ouais. Et ça, pour ça, et c'est quand même aussi quelque chose qu'on peut vachement mettre en avant, c'est que voilà, quand ça se passe mal, il est là pour dire les termes, hein, simplement, et puis pour aussi se sacrifier et aller aux il interviews. est toujours hyper bon dans l'analyse. Voilà. C'est toujours intéressant. Ce Voilà, qu'il dit. c'est ce que je voulais dire. Au-delà de rechigner, il est intéressant Ouais, à, entendre, ouais, ouais. à écouter. T'as des joueurs ils viennent à l'interview quand ça va mal, mais qui disent oui, non, au revoir, bonjour, fini. Ils disent bonjour au milieu de l'interview. Voilà. Non, mais c'est des réponses. Non, mais Il y en a, c'est clairement. des réponses bateau. Ils disent on n'a pas été bon. Ouais. Un dernier top, je pense qu'on peut dire rapidement, vraiment, Marcus Granoun, quand même, t'es obligé, je pense, de le citer parce qu'il Ouais, fait, je pense. statistiquement parlant, une super saison. Ouais. Il a marqué des goals importants contre Langnau, contre Lugano en fin de saison. Notamment. Évidemment, celui-là, on Ouais, s'en oui, rappelle. bien sûr. Et du coup, voilà, je pense que c'est important de le mentionner. Et on va passer au flop à présent. Et là, moi, j'en ai plusieurs. Je sais pas par qui veut commencer. Moi, j'aimerais commencer par un. Ouais. Tanner Richard. Mhm. Tanner Richard, depuis que Genève a été champion, t'as presque l'impression qu'il en a un peu plus rien à battre. Ouais, ouais. C'est vraiment, on va dire ça comme ça, un giga Genevois, c'est devenu Ouais. un giga Genevois et c'est très cool. Mhm.
Mais t'as l'impression qu'il s'est un petit peu reposé sur ses lauriers à partir du moment où Genève a eu le titre, a eu les titres, on va dire ça comme ça. Et là, cette année, moi, il m'a plus saoulé qu'autre chose. Hein. Ouais. Moi, j'ai deux petites choses on va dire, c'est un flop pour moi, Richard, complètement. Mais il y a deux petites choses qui m'atténuent, on va dire, le flop depuis ce titre. C'est clair que c'est plus le joueur de la série contre Lugano, pour l'instant. Il a, depuis ces deux dernières saisons, eu beaucoup de petites blessures. Ça veut dire, il part pour 2-3 matchs, il revient, il repart, il revient, il repart, il revient, il repart. Et c'est assez compliqué de pouvoir enchaîner vraiment comme ça et d'être performant quand tu as toujours des petites coupures un peu chaque mois où tu as un petit bobo. Et un autre point qu'on néglige aussi, il est devenu papa. Ça change quelque chose aussi. Il y en a qui le vivent mieux, il y en a qui le vivent moins bien, mais je pense aussi que ça a un impact sur lui. Donc lui a changé à ce moment-là. Que le hockey, quoi. Ouais, c'est clair. En fait, son fils, il veut devenir footballeur et il le vit mal. C'est une fille, je crois. Alors je crois que c'est une fille. Sa fille, elle veut devenir footballeuse et il le vit mal. Peut-être. Quel sport de con. Et peut-être qu'elle donnera le titre au Servette FC. On espère. Hein. Autre flop, moi j'en ai trois en tête. Je sais pas si tu veux y aller, Loïc. Bon, je pense qu'on doit avoir les trois mêmes. Vas-y. On peut faire la petite doublette, le coup de Miranda. Ouais, ça va, là, magnifique. Ouais. Enfin non, pas magnifique du coup, en l'occurrence. Le coup de Miranda, pourquoi ? Parce que c'est quand même des joueurs qui sont censés être équipe nationalisée. Ouais. Et c'est pas du tout le niveau dont on s'attendait. Hein. Je sais pas, mais genre, c'est le pire plus-moins de l'équipe. À égalité avec Michael Lousli, ils sont à moins 17. Oh putain, c'est moins 1000. Il doit faire au moins. Il doit faire moins 8000. Il doit faire moins 17. Moins 17. Alors, cette statistique des plus-moins, c'est pas. Il faut pas la prendre comme. Non, clairement. Comme une statistique véridique qui est gravée dans le marbre et tout ça. Mais au bout d'un moment, ça veut quand même dire quelque chose. Bah, quand t'es à moins 17, c'est quand même beaucoup. Quoi. Le Coultre, c'est pas ton premier défenseur. Ça veut dire qu'il joue pas forcément toutes les premières lignes adverses. Ça veut dire qu'il encaisse aussi pas mal contre des petites équipes. Contre des petites lignes, on va dire. Miranda, il a un peu. Lui, il a moins 8, donc c'est un peu moins. Mais Miranda, le problème pour moi, pour moi, je le mets en flop. Je comprends pas son manque de confiance. Il a un manque de confiance et ça se voit. Ça se voit qu'il est bon. Ça se voit qu'il a pas perdu ce niveau qu'il avait en 22-23. Mais t'as l'impression qu'il a pas de confiance. Et qu'il hésite de tirer à un moment donné. Donc il donne. Et puis t'as l'impression qu'il a peur quand il arrive vers le but. T'as l'impression qu'il a peur. Et qu'il veut se débarrasser du puck. Bah ouais, un seul but, Miranda, c'est triste. Hein. C'est pas suffisant, Et clairement. hyper tard dans la saison. En plus. Ouais. Moi j'en ai encore un. J'en ai deux. Ouais, j'en ai un autre, vas-y. Bah, je pense que. Alors, probablement tous les supporters vont le mettre. Je sais pas si vous le mettez ou pas. Theodor Lennström. Moi, je le mets pas, perso. Moi, je le mets pas non plus. Je le mets pas. Ok, parfait. Alors, moi, j'ai pensé à un autre. Parce que Lennström, j'en parlais, mais pour moi, c'est vraiment. Sur son passage à Genève, il a quand même vraiment pas eu de bol. Ouais. Je veux dire, il arrive blessé. Après, il se remet, il commence à prendre en niveau. Il se fait détruire la tête par Tino Kessler lors d'un match à Bienne la saison passée. Après, il revient, il est toujours un peu blessé, tu sais pas trop. Puis, sur le peu de temps où on l'a vu en forme, c'était la fin de saison. Et il a été incroyable sur la fin de saison. Et toutes celles et ceux qui me sortent l'erreur contre Fribourg, quel défenseur n'a pas fait d'erreur? Et surtout, quand tu as Sami Vatanen dans ton équipe, tu peux pas reprocher à un autre défenseur de faire une erreur. Bah, d'ailleurs, Sami Vatanen. Voilà. C'était lui que t'avais? Non, j'en avais encore un autre. Ah ouais? Mais en fait, un qui m'a déçu. J'allais dire Sami Vatanen parce que c'est obvious, mais parce qu'en même temps, on peut s'y attendre. Mais j'ai pas envie de le mettre parce qu'il a trop fait pour le club. Mais oui, Sami Vatanen est un flop. Il y en a un qui m'a plus déçu et où j'en attendais un petit peu plus, c'est Roger Carrère. Roger Carrère, moi, je l'ai trouvé invisible. Ouais, je suis assez d'accord. Je sais pas, à chaque fois que je le trouvais à regarder ses matchs. Je pense aussi qu'on sous-estime aussi le poids que ça lui a mis. Le capitaine. De reprendre le capitaine c'est possible, de Noah Rod. Ouais. Noah Rod, c'est le pilier de cette équipe. C'est vraiment... faut se dire quand même que ces dernières saisons, Genève Servette, ils ont perdu des grosses têtes. Winnick, Phil Poula, tous ces joueurs-là, c'était des joueurs qui pour
Le mindset Ernest. de l'équipe était important. Et surtout, c'était des leaders. Donc en fait, ton seul leader qui reste, on va dire, de l'époque du titre, parce que tu as perdu aussi Tom Ernest. Et Tom Ernest, on n'enlèvera pas de l'idée que c'est un leader. Déjà, s'il n'est pas leader par la parole, il sera leader par l'exemple. Ouais, ça c'est clair. Comme Phil Poula. Phil Poula, j'ai beaucoup étudié son cas toute sa carrière. Ça n'a jamais été une grande gueule. Et même en NHL, il n'a jamais été connu pour parler dans le vestiaire. Et j'ai eu des échos de vestiaire au Jeune Servette. C'est pas un joueur qui prenait beaucoup la parole. Par contre, déjà, quand rarement il l'ouvre, bah, tu l'écoutes. Puis déjà, monsieur, quand tu connais le palmarès, tu t'es et t'écoutes. T'as que à apprendre d'un mec comme ça. Donc t'as perdu tous ces repères-là. Et en plus de ça, tu sais, en début de saison, je pense que même le staff médical avait un espoir pour Noah Rod au début 2025. Mais le problème, c'est que ça s'est prolongé. Et tu balances un mec qui n'était pas censé être capitaine, et tu le balances capitaine d'une équipe. Ouais. Dans une équipe, ça va pas bien. Mhm. Être capitaine, franchement, d'une équipe qui va bien comme Lausanne là maintenant, c'est facile. En plus, il se pète la mâchoire. Ouais. C'est facile. Et, Carrère, il a eu une grosse blessure quand même, aussi, je crois aussi contre Bienne. Non, à l'entraînement. C'est à l'entraînement, Il prend un puck au visage, ouais. Je crois que c'était le matin dans le match contre Bienne, je crois. Mais il se blesse quand même assez gravement parce qu'il rate quand même un bon mois de compétition. Mine de rien, il a quand même dû changer aussi parce que pour ceux qui ont fait du hockey, quand on passe d'une grille à une visière intégrale, ça change tous les repères. Ça change tous les repères visuels. Et il a quand même dû revenir avec une grille, une sorte de petite grille plastique pour protéger sa mâchoire. Ça change. Donc, moi, Carrère, j'ai de la peine à le mettre en flop. Pour moi, c'est pas un flop. Je le mettrais dans un joueur qui a pas performé comme je le pensais. Ouais, voilà. Pour moi, je le mets dans. Pas comme un flop. Ouais, c'est ça. Mais pas dans. Ouais, non, je le mets dans. Mais... Ouais. Non, je mets le cool trou Miranda. Ouais. Par contre, au-delà du flop, je sais pas s'il y a un terme qui est plus loin que le flop, mais on est obligé de dire La catastrophe. Michal Spacek. On est obligé de le dire. On est Ouais. obligé de le dire. Ouais. Ce mec-là était un joueur qui marquait 1 point par match à Ambry. Et chez toi, il met 13 points. Et un but. Et d'ailleurs, c'est un but, c'est Contre Ambry, en plus. à son dernier match, c'est à son dernier match le but d'une remontada. Et c'est là où on voit qu'il y avait un réel problème. Le mec, il marque le but en prolongation d'une remontada. Tu perds 4-0 le match. Le match, après 15 minutes, tu perds 4-0. Ou après 12 ou 15 minutes, je crois. Ouais, non, c'était une victoire 6-5. Non, C'était 6-5. Ouais, mais ouais. on perd 4-0. Ouais, il y avait 4-0 et après 5-2 pour Ambry, je crois, puis tu reviens. Voilà, il y a eu, je crois, 4-0. Après, on monte à 4-2, il y a eu 5-2. Après, C'est on quand remonte à 5 partout. Virtanen C'est pour ça. sa pénalité de match. Ouais. je crois. Mais même si t'es contre Ambry, au moment où tu marques ce but et que t'es à Genève, tu deviens fou. Le mec, il a pas une seule émotion. Ouais. Il a marqué et il a fait. Il a levé le bras et fini. Et c'est là où tu dis. Et moi, quand j'ai vu ça, je dis, il est plus là. Et c'est fini, il est plus là. Et au Ouais, moment ça où fait tu marques ça, Ça fait longtemps qu'il était plus là. je pense. on peut me dire ce qu'on veut. On peut prendre tous les sports qu'on veut. Au moment où tu fais ça, même si c'est ton ancien club, où tu remontes un truc comme ça, t'as une explosion de joie. T'es obligé. C'est obligé. Mais lui, je pense qu'il n'avait strictement plus rien à faire. On va terminer ce podcast avec les perspectives pour la saison prochaine. Qu'est-ce que vous attendez de la saison 2025-2026, sachant qu'il y a eu déjà des transferts qui ont été officialisés. On aura des arrivées et des départs. Donc, dans les arrivées, nous aurons Vilisari Järvi en défense, Stéphane Charlin dans les buts. Il y aura Dave Souter aussi qui rejoint Genève en tant que défenseur. Et dans les attaquants, il y a Tim Beson qui l'a déclaré clairement dans le matin. Aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui même, donc le 11 mars. Il y a Jason Axon aussi qui a signé. Ignatavicius a signé un contrat pro aussi. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bon, ça. Ça, c'est très très bon. Ça, je me réjouis. Ouais, moi aussi. Et je crois que c'est à peu près tout. Est-ce que j'oublie Il quelqu'un? y a Junka Davidas qui va Ah oui, intégrer ouais. aussi le groupe pro. Ouais, exactement. Mais je crois que c'est tout, sinon j'oublie personne. Et on est toujours suspendu à la réponse de Marc-Antoine. Ouais, Marc-Antoine, Ouais. s'il te plaît. Signe. Et moi, on m'enlèvera pas de l'idée que je pense que l'année prochaine, on aura une très bonne équipe.
On aura une très bonne équipe, mais est-ce que ça va marcher? C'est là où c'est intéressant. On fait maintenant probablement pronostic de la saison prochaine. Genève Servette termine à quelle place? Oh, ça va? On peut pas parler tranquille sans que tu tousses partout? C'est compliqué de répondre à cette question de lancer un potentiel classement pour Genève l'année prochaine, parce que il nous manque 2 étrangers en attaque, il nous manque 1 étranger en défense. On a malgré tout l'incertitude au niveau des gardiens. Ouais, et de Noah Rod. L'incertitude au niveau des gardiens, parce que Charlin peut très bien se dire au bout d'un moment Amérique du Nord, mais voilà. Bon, après, c'est pas que lui qui se dit ça. Lui, il se dit ça, et puis les franchises, elles se disent bah non. faut quand même que les franchises soient consentantes. D'accord, mais. Beaucoup Stéphane, mais qui es-tu? D'accord. L'année passée, Connor Hughes, il part. Il a quoi comme stat? Alors, je suis d'accord. Le seul truc qui, je pense, peut vraiment jouer en la défaveur de Charlin, c'est qu'il s'est blessé et qu'il a raté une grosse partie de la saison. Tu sais pas en quelles conditions il va revenir. Et aussi qu'en équipe nationale, il n'a pas été incroyable. Donc c'est compliqué de donner un potentiel classement, mais si moi je continue à faire confiance à Marc Gauchi, il a toujours réussi à trouver des bons étrangers, toujours. Ouais, non, c'est ça. Donc je maintiens sur le fait qu'il trouvera des bons étrangers, et si on a des bons étrangers donc 3 bons étrangers, donc un défenseur et 2 attaquants qui viennent compléter l'effectif, pour moi top 4. Et toi, Dan? Facile. Je suis beaucoup moins optimiste. Comme j'ai dit, problème au niveau du coach, tu sais que dans un an, tu sais. Si nous on est au courant, je pense que dans le vestiaire, ils savent qu'il y a quelque chose qui se trame en coulisses. Franchement, le truc de ton coach, il part dans une année, j'y crois pas. Tes étrangers, il faut remplacer ces Phil Poula-Winnick, il faut les remplacer. J'espère que ce sera mieux que ce qu'on a vu avec Spacek cette année, quoi. Et franchement, le top 4 pour moi, non, j'y crois pas. Franchement, j'espère top 8, top 6. Franchement, une 6ème place, je serais heureux, mais l'année prochaine, j'y crois pas vraiment. Pour moi, au mieux, ça sort au premier tour des playoffs. Mais après, c'est très tôt pour le dire. Ouais, c'est tôt. C'est trop tôt pour le dire. Juste une chose. Mais tant que t'as pas de coach, le problème du coach, pour moi, c'est un vrai problème, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui a manqué cette saison, je ne sais pas. Ah bah, tout ce qu'on a dit pendant 1 heure. Qu'est-ce qui a manqué, on va dire, comme profil? Tout ce qu'on a dit pendant 1 heure. Sidney Crosby. Je suis désolé, c'est ce genre de profil. Tim Boson, c'est ce genre de profil qui a manqué. Tim Boson, on peut dire ce qu'on veut sur ce mec-là. Ces deux dernières saisons, c'est 16 et 13 buts. C'est déjà, je vais pas être méchant, hors Praplan, personne n'a marqué plus que 10 buts dans le compteur suisse. Au-delà de ça, alors ça c'est de la pure spéculation aussi. Jason Exon, on sait quel style de joueur il est. Ah, c'est pas marché, moi j'aime bien. On sait pas qu'est-ce qu'il peut donner en Suisse, parce qu'il a jamais joué sur ce niveau de championnat. Il va jouer à NHL quand même. Ouais. Il y a plus, quand on regarde ça, pour moi tu joues juste 1 ou 2 matchs, je dis pas que tu as joué en NHL. Il a fait beaucoup de la AHL. Et il a fait beaucoup de la ECHL, je crois que c'est la ligue autrichienne, slovène. Non, c'est la EIHL, je crois. EICH, je sais plus exactement. Parce que ECHL, c'est en Amérique du Nord. Ouais, c'est un truc un peu bizarre. C'est pas le même niveau quand même que la Suisse, mais c'est un de ces joueurs qui, je trouve, pour moi, à mon sens, a manqué. Ce qu'on appelle les power forwards. C'est-à-dire les joueurs qui vont mettre de l'intensité, qui vont mettre des coups, qui peuvent être méchants. Parce qu'au-delà de ça, les joueurs cette année qui pouvaient être méchants et mettre des coups, c'était qui? Roger Carrère? Bertadia. Oui, mais t'en as un. Parce que Noah Rod il est pas là, donc tu le comptes pas. Le Sli, il a pas vraiment apporté ce qu'on attendait. Mais pour moi, le Sli, on l'a pas dit dans les flops, mais pour moi, c'est un flop. Toi, quel est ton pronostic? Mon pronostic pour la saison prochaine. C'est quoi mon pronostic? Moi, comme toi, je serais content avec un top 6. Je crois au top 6. Ouais, pour moi, le top 6, c'est bien. 6ème, 5, 6ème. Plus, ça me paraît... Ouais, top... Ouais. Le podium me paraît inaccessible. Ouais. Le top 4, c'est difficile. Pour moi, 5 ou 6. Ce serait bien pour se rattraper un petit peu de 2 dernières saisons. Mais même une 8ème place, je serais là, ok, du bon boulot pour une année avec Trey, c'est très bien. Ouais. C'est une année de transition l'année prochaine. Hein. Moi, je pars du principe que je dis top 4. J'ai dit top 4.
en fonction de ce qu'on a comme étranger. En fait, pour moi, tout va changer par rapport à ce que tu vas pouvoir recruter sur le marché des étrangers cette saison. Bah magnifique. On va clôturer ce podcast là-dessus, messieurs. Merci d'être venus, d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Plein de choses arrivent sur les ondes de Lucarne Rona. Vous l'avez certainement déjà vu. Parce qu'on l'espère, l'interview de Sami Vatanen est désormais disponible. Ça fait très plaisir. Il y a plein de choses qui sont en préparation. On ne peut pas encore tout dévoiler, mais il y a plein de belles choses qui arrivent. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast Hockey sur glace, nous qui nous lançons maintenant dans ce podcast Hockey sur glace après les Servette Talks en football. Ça nous ferait plaisir que vous nous disiez ce que vous en pensez. Exactement, il y aura plein d'évolutions à ce podcast. Il y aura des podcasts pendant l'été, des invités. Ça va être sympa, on va être bien. On va être bien. Et à noter que normalement, on devrait revenir sur un podcast assez régulier pour la saison prochaine. On espère. On va faire en sorte. On va faire en sorte. Merci de nous avoir écoutés. Restez connectés parce qu'on va annoncer plein de choses prochainement. Et on se retrouve aux commentaires pour la fin de saison des matchs du coup du Servette Chénin féminin et du Servette FC. Et il y avait encore 3 titres en jeu. Si on peut faire les 3, on y croit. On y croit. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Bye bye.